Alors bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne. Donc si vous ne me connaissez pas encore, je suis Maïlène, j'ai été opérée en 2011 d'une sleeve, donc ça a fait 9 ans le 24 juin que j'ai été opérée. Aujourd'hui j'ai perdu plus ou moins 50 kilos, donc j'oscille entre 65 et 70 selon les périodes, selon les règles et selon la thyroïde. Euh, Aujourd'hui je voulais vous parler de la grossophobie que j'ai vécue. Euh, Tout simplement parce que je la trouve de plus en plus débordante, c'est le cas de le dire, avec les réseaux sociaux, etc. Tout ce qui est autour de Instagram et sa perfection. Donc voilà, je voulais vraiment exprimer ce que j'avais vécu, le ressenti, et j'aimerais beaucoup partager avec d'autres personnes qui ont vécu ou qui vivent la même chose que moi. Euh, c'est très dur. Certaines de mes explications vont être assez dures. Je suis déjà désolée d'avance pour les personnes que je vais citer, notamment ma maman, qui n'a pas voulu faire de mal, mais qui en a fait. Donc du coup, voilà, déjà, sorry maman, si tu regardes cette vidéo. Alors ensuite, je voulais vous donner la définition de la grossophobie. Donc la grossophobie, c'est un terme qui désigne une aversion ou une attitude hostile envers les personnes en surpoids. Donc c'est vraiment ce que j'ai trouvé sur internet. Euh, Avant de commencer, prenez un café, ça va être long. Alors, comment vous expliquer? Est-ce que vous êtes déjà promené en déguisement en ville alors que c'était pas la période ni d'Halloween ni du carnaval? Quand on pèse 120 kilos et qu'on veut s'habiller à la dernière mode, et comme on voit, j'aime les froufrous, les paillettes et autres. Mais c'est un peu comme ça que les gens nous regardent en fait. C'est un peu comme un alien au milieu des êtres humains. Et voilà, c'est vraiment cet être extraordinaire dans le sens où on n'est pas comme tout le monde, on ne rentre pas dans une case de la normalité. Euh, je regarde de temps en temps mes notes parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire et j'ai pris beaucoup de notes. Euh, quand on se promène en rue et qu'on ressemble à un alien, euh, on ressent vraiment de la honte. Donc déjà rien que ça, dévisager les gens qui souffrent d'obésité, parce qu'on en souffre réellement, euh, en tout cas je m'en rends seulement compte maintenant que j'en souffrais, euh, quand on se promène dans la rue et qu'on voit ces regards qui insistent, euh, on, c'est déjà une insulte de base en fait. C'est là qu'on voit que la normalité, qu'on ne rentre pas dans une case en fait. Enfin, en tout cas, pas dans celle-là, on rentre dans la case du gros. Point. Je vais utiliser des termes assez durs. Je suis désolée, je le dis encore une fois, mais je suis désolée, je vais parler de gros, de grosse, parce que c'était mon ressenti quand je l'étais, quand j'étais en surpoids, quand j'étais obèse. Et du coup, je parle avec les mots que j'estime être les bons pour les situations. Alors les super conseils, ça c'était, pour moi, ça fait partie des super situations de grossophobie. Vous êtes autour de la machine à café, au boulot ou à l'école ou pendant le temps de midi. Et là, on a... Mais en fait, t'as jamais fait de sport? Pourquoi t'en fais pas? Et t'as déjà essayé ce régime-là? T'as déjà essayé du can? T'as déjà essayé Weight Watcher? Pareil que c'est bien, ma mère, elle a perdu autant de kilos avec Weight Watcher. Euh, alors le truc, c'est une question de gêne ou ça se passe comment? Autant vous dire que j'ai essayé tous les régimes du monde. Je te mets dans les pommes avec du can d'ailleurs, ou du can, je sais pas vraiment comment on le dit, je m'en fous. Euh, je trouve que poser cette question-là, c'est un peu comme quelqu'un qui était handicapé ou qui a eu un accident. Est-ce que vous allez lui demander, et t'as pensé à faire de la rééduque? Voilà, c'est quelqu'un qui était brûlé dans le visage, vous allez lui dire, t'as pensé à la chirurgie? Ben non, c'est un peu le principe en fait. Et je trouve que on croit toujours que le gros, il est gros parce qu'il bouffe. Alors ouais, moi je vais pas vous le cacher, moi si j'étais grosse, c'est parce que je bouffais. Alors, je bouffais pourquoi? Tout simplement parce que je suis une hyperphage. Donc une hyperphage, c'est quelqu'un qui mange ses émotions. Donc un peu énervé, un peu stressé, ou envie de se délasser, c'est on mange.
on mange, on mange. Si je vous disais, je pense que c'était 1 kilo. Je pouvais manger, oui, 1 kilo de chocotoff sur une journée quand je me suis retrouvée sans travail. J'allais au Macro, j'achetais en gros les paquets de chocotoff et je tapais une série, je me tapais tous les feuilletons de la série, enfin tous les épisodes de la série, en mangeant des chocotoff. Alors ouais, j'ai de la chance, j'ai pas de carie, mais, et j'ai des super dents, mais par contre le poids, j'ai pas eu de diabète non plus, j'ai eu du cholestérol. Mais voilà, on se rend pas compte en fait, comme l'ennui, le stress, l'éducation peut jouer dans ce truc de prendre du poids et de pas s'en sortir en fait. Et pour tout vous expliquer, les hyperphages, dans la plupart des cas en tout cas que j'ai pu rencontrer, euh, on pense à la nourriture et tant qu'on ne l'a pas mangé, tant qu'on n'aura pas mangé ce à quoi on pense, ça passera pas. Donc je peux avoir une pomme dans le frigo et des cookies dans l'armoire. Si je pense aux cookies et qu'on me dit mange une pomme, je vais manger une pomme. Mais le cookies il va rester là. Et tant que je ne l'ai pas mangé, ça restera là. Et je ne pourrai rien faire d'autre que de penser à la bouffe. Donc voilà, un peu d'explication. Je voulais notamment vous parler des autres. Alors ces autres qu'on ne connaît pas forcément. Les gens dans la rue, les gens dans le train, les gens au resto. Ce que j'ai vécu dans les lieux publics, notamment dans le train, parce que j'ai travaillé quelques années à Bruxelles. Et quand on prend le train tous les jours, 1 heure, aller, 1 heure retour vers Liège, à l'époque, je me suis retrouvée assise à côté de pas mal de personnes que je dérangeais, clairement. Parce que quand on pèse 120 kilos et qu'on s'assied sur un siège de 2 personnes, on prend une personne ennemie. On prend une personne ennemie, surtout vers la fin, où je prenais vraiment beaucoup de place. Malheureusement, les sièges ne sont pas faits pour les personnes en surpoids. Et voilà, à un moment donné, on déborde. On déborde, c'est certain. Ou debout, on prend plus de place que quelqu'un, ouais, effectivement. Ou voilà, quand vous devez laisser passer quelqu'un d'autre pour sortir sur une place à 4, bah vous prenez beaucoup plus de place que quelqu'un qui fait une taille normale dans la case des gens normaux. Quand vous devez rentrer dans la toilette du train. Mais quand vous faites une taille 50, rentrer dans la toilette et fermer la porte, s'asseoir sur la toilette, mais on en nage. Parce que c'est très restreint comme endroit. Plus vous qui prenez de la place. Mais rien que ça fait sourire et rire les gens. Et même si c'est indirectement, puisque je n'étais pas censée les voir, à un moment donné, on souffre d'un handicap, donc il ne faut pas, en tout cas à mes yeux c'est ça, il ne faut pas, personnellement je ne comprends pas en fait ce qui peut vous faire rire, parce que c'est une personne qui est en situation de stress. J'ai reçu aussi des super insultes dans la rue, où comme je vous expliquais, je me suis toujours sentie, j'ai toujours aimé la mode en fait, la mode, la beauté, tout ce qui touchait en fait vraiment, j'étais une fashionista, c'était vraiment les trucs, j'aimais les trucs à la dernière mode, les bijoux, les coiffures, faire des ongles, le maquillage, bon n'en parlons pas. Et je me tenais toujours informée en fait des nouveautés. Et comme tout le monde, bah, j'ai voulu porter une jupe à volant. Et j'avais acheté une jupe un peu tutu comme ça, noire. Et j'avais un legging avec et des bottines. Et un pull noir, je pense. Et je me souviens, je vois encore la gamine qui va avoir quoi, 16, 17 ans, peut-être 18. Et je l'entends, je passe à côté avec ma mère, je l'entends qu'elle fait, elle se prend pour qui la ballerine? T'as vu la taille? Mais à un moment donné, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce que ça peut te faire? Je pourrais me promener à poil,
Je comprends pas en fait l'intérêt de faire une douleur à quelqu'un juste pour le blesser. Là, il faut qu'on m'explique. Parce que personnellement, quand je croise quelqu'un dans la rue et que je n'aime pas sa façon d'être habillée, je le pense. Je le pense. Je ne veux pas dire le contraire, je le pense. Mais j'ai pas allé lui dire, mais c'est quoi tes habits? Enfin, chacun fait un peu ce qu'il veut. Je pense surtout que chacun fait très ce qu'il veut. Mais je vois pas cet intérêt. C'est quoi l'intérêt de partager aux autres son avis sur les fringues des autres? J'ai un peu de mal en fait. Et toujours aujourd'hui, hein, je m'habille toujours, comme certains disent, comme un feu rouge. Et, et j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi les gens vous dévisagent quand vous vous sentez bien dans vos fringues. Je vous demande pas si vous aimez mon top en fait, parce que, ben en fait, je m'en fous. Clairement, je m'en fous. Euh, le nombre de fois où on m'a dit, ah, tes tatouages, ah, un papillon, ah, mon Dieu, une tête de mort, quelle horreur. Oui, mais en fait, on s'en fout. Clairement, je te demande pas ton avis, tu me demandes pas le mien. Je pense que j'ai le droit de penser que je n'aime pas, mais j'ai pas le droit de te blesser et te dire, t'es grosse, ça te va pas. Non, t'as pas le droit en fait. Et au final, je pense que voilà, si on devait résumer tout, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Mais on te demande pas ton avis. Ce que j'ai déjà vécu par rapport aux gens que je ne connaissais pas du tout, c'est Yves Rocher. Yves Rocher, donc enseigne de beauté, épilation et autres soins. Je dis beauté parce que je suis pas une grande fan de la chaîne. Mais bon, on a tous commencé quelque part. Et j'allais me faire épiler les sourcils là-bas. On voit. Merci les années 2000. Mon papa m'attendait à l'entrée du magasin et je suis rentrée prendre un rendez-vous pour mes épilations. Et en fait, la vendeuse s'est moquée de moi. L'esthéticienne, quoi, en gros. Elle s'est moquée de moi parce que je prenais de la place et elle m'a gentiment dit qu'elle espérait avoir une table assez large pour me mettre dessus. Je faisais taille 50. J'évite aujourd'hui de penser à ce que j'ai ressenti. Parce que sinon, je finirais par pleurer encore aujourd'hui. Parce que quand on vous dit oui, mais si c'est pour les jambes, on va payer un supplément. Hein. Ok, je suis esthéticienne aujourd'hui, entre autres. Que j'épile les jambes de quelqu'un qui fait taille 34 ou taille 50, chez moi, ça reste le même prix. Et pour moi, c'est une forme de discrimination. Et quand je la vois encore toute pimpée, toute maquillée, toute bien coiffée, voilà, ça m'a fait énormément de mal d'entendre une chose pareille sur moi. parce que je me considérais vraiment comme elle, comme quelqu'un qui fait attention à son image, comme quelqu'un qui a envie d'être belle, même si l'enveloppe corporelle n'était pas la même en fait. Mais me dire, se moquer de moi en entrant dans le magasin, des bonnes entrées dans le magasin, et on verra si on a une table assez large, on en parle. Et là, mon papa n'a pas entendu la conversation, heureusement, parce que je crois qu'elle aura passé un sale quart d'heure, mais quand je suis sortie, il m'a dit, je t'ai vu rougir. Je t'ai vu dans le magasin, je te regardais, je t'ai vu rougir. Tu as ta place parmi les femmes. Tu as ta place parmi toutes les femmes. Toutes les femmes sur cette terre, tu es un être humain. Et tu as le droit d'être là. Tu as le droit de te faire épiler les sourcils. Et tu as le droit de prendre une place. Je crois que c'est un des meilleurs conseils qu'on a pu me donner sur cette terre. Comme bien souvent, et dans le trois quarts des cas, il vient de mon papa. Mais, bien entendu, j'ai ravalé mes larmes parce que sinon, je pense que la fille aurait passé un sale quart d'heure avec lui. Et j'ai essayé de ne pas y penser, comme d'habitude. On essaye de ne pas y penser par après. Même si il y a pas mal de situations où, une fois arrivé dans la voiture, les nerfs lâchaient et bon, ben voilà. On sait comment ça se termine. Hein. Ça se termine par une crise de larmes et quand on rentre, on finit par vider l'armoire à bonbons. Voilà.
certaines situations sont critiques parce qu'à la limite, quand ça vient des étrangers, on s'en fout un peu. Pas totalement, hein, parce que toutes celles dont je vous ai parlé aujourd'hui, ce sont des choses qui m'ont vraiment touchée. Mais pour moi, quand ça devient des gens avec qui on a des relations, que ce soit des collègues, que ce soit des relations amicales ou familiales, ça devient un peu plus dur à supporter. Parce que là, on sait qu'on les voit tous les jours et on sait qu'on doit les regarder tous les jours en se disant mais tu m'as dit ça en fait, c'est dégueulasse. Mais je me souviens, j'ai travaillé pour une grosse boîte belge de télécom. Si c'était pas la plus grosse boîte belge de télécom à l'époque. Et ils ont une université. Et donc, je me rends tous les jours, je pense que c'était Etterbeek. Je me rends tous les jours à Etterbeek. Et un jour, on prend une pause, comme dans toutes les formations, puisque je vais être formée avant de pouvoir commencer mon travail. Et je pense que je fumais encore à l'époque. Et on descend tous fumer au distributeur, à la machine à café. Enfin, on doit descendre plusieurs étages. Et là, l'ascenseur bloque entre 2 étages. Gros problème pour moi, la claustro. J'ai beaucoup de mal à rester toujours maintenant confinée dans des endroits très restreints. Et ici, on se retrouve à quoi, 8 dans l'ascenseur. Et d'autres filles et 1 ou 2 hommes, je pense. Et là, un de mes collègues nous dit bon les gars, si on reste un peu trop longtemps, va falloir qu'on pense à bouffer. Hein. On commencera par Maï. Vu son poids, on aura de quoi bouffer pour quelques jours. Ok. Alors forcément, celui qui dit ça, c'est le beau gosse de la classe. Hein. Donc, on est heureux. Merci beaucoup. Tu es mignon, mais tu es un tout petit breton. Celui qui aura la référence pourra le marquer dans les commentaires. Mais effectivement, il était mignon, mais un tout petit breton, quoi. Et là, j'ai souri. J'ai souri et j'ai eu l'impression que mon cœur a arrêté de battre. C'est des gens que je voyais depuis plus de 3 mois tous les jours, plus de 8 heures par jour, puisqu'on prenait le train ensemble. Et c'est assez dur de se dire que il y a quelqu'un que vous connaissez et avec qui vous liez une relation de collègue à collègue, que vous voyez tous les jours à la machine à café, le matin, aux pauses, à midi. Et en fait, cette personne, elle vous juge. Quoi que vous mettiez dans votre bouche, que ce soit votre café, que ce soit un chocolat chaud, que ce soit votre collation, votre repas, mais en fait, cette personne, elle vous juge. Et ça, pour moi, c'est... j'ai l'impression un peu de ressentir une trahison. Même si c'est pas la même que la trahison familiale, hein, soyons en clair, mais voilà, c'était quelque chose qui m'a fait beaucoup de mal parce que les autres ont ri en fait. Celles avec qui j'avais lié vraiment de très bons contacts, là j'en ris. Et j'en ai jamais parlé. J'ai jamais montré mon mécontentement et j'en ai jamais parlé. Et je pense que à part à mon compagnon actuel et à vous maintenant, tous ceux qui me verront maintenant, c'est public, j'en avais jamais parlé avant. Parce que ça, c'est quelque chose qui m'a... Enfin, se dire qu'on nous traite comme un cochon de lait qu'on met à la broche, en fait, c'est un peu... j'ai du mal à trouver les mots. J'ai du mal à trouver les mots pour exprimer mon ressenti. Parce que être enfermé et en plus se faire traiter comme un animal qu'on cuit à la broche, ben voilà. C'est pas... Enfin... parfois, je voudrais que les personnes comme ça se mettent à la place, ces personnes qui parlent comme ça, se mettent à la place de ceux qui les reçoivent. Avoir un peu d'empathie et se dire et si c'était moi. Et aujourd'hui, je voudrais le recroiser ce gars et lui dire... je pense que ses dents étaient un peu merdiques. Et lui critiquer les dents comme ça en pleine face. Je crois pas qu'il le prendrait bien en fait. Je crois qu'il serait fâché et qu'il me dirait mais je t'ai pas demandé ton avis. Mais effectivement, moi non plus je te l'avais pas demandé mais tu l'as quand même fait. Tu me l'as quand même dit. On va boire du café.
que ce soit dans le boulot ou à l'école, il y a toujours, des moments où on est confronté à ça. Je me souviens d'un moment en primaire, on jouait à un jeu qu'on appelle épervier. Donc en fait, on met quelqu'un au milieu et les autres enfants doivent, on dessine une ligne au sol, et les autres enfants doivent traverser cette ligne et aller se mettre en sécurité, entre guillemets, sans se faire toucher par la personne qui joue l'épervier. Et j'étais pas grosse. À l'époque, c'est parce que j'ai pas de photos là. Je pourrais vous montrer des photos et j'étais pas grosse du tout. J'étais déjà une enfant, donc je vous parle de 5e, 6e primaire. J'étais déjà une enfant assez formée, donc j'avais déjà des seins et j'avais les hanches qui se dessinaient. Et je pense même que je commençais tout doucement à être réglée, donc mon corps se dessinait déjà un peu plus que pour les autres enfants en fait. Et je vois encore cette amie qui était ma meilleure amie de primaire me dire mais regarde là la grosse là comme elle court, en parlant de moi, puisque je jouais l'épervier. Donc c'est moi qui devais courir et coucher. L'enfant timide que j'étais à l'époque, parce qu'entre l'adulte et l'enfant, il y a eu un énorme changement. Et l'enfant que j'étais à l'époque n'a rien dit, absolument rien dit. Je pense que j'ai même arrêté de jouer, je suis allée m'enfermer à la toilette. Mais ce serait aujourd'hui, enfin, ça aurait été la moi adulte, je pense que j'aurais quand même réagi en fait. On ne sait pas, la situation ne s'est jamais posée, mais je pense que j'étais un enfant tellement timide que j'ai pris sur moi parce que c'est quelqu'un que je connaissais. Aujourd'hui, ça aurait été le cas absolument contraire. Je vais prendre sur moi quand c'est quelqu'un que je ne connais pas et je vais me lâcher quand c'est quelqu'un que je connais. À l'école aussi, mais ça c'est en supérieur, donc j'étais adulte. J'avais quoi, 20 ans je pense. Ouais, par là. C'est vrai que je m'habillais souvent en rose, ma couleur préférée. Et j'avais un pull rose en fait à col roulé, un jeans, des chaussures comme tout le monde, des bottes. Et ce qui vous arrive souvent quand vous êtes... Enfin, je ne sais pas pour vous si c'est le cas. Si c'est le cas, les autres femmes, expliquez-moi si vous, ça vous arrive ou est arrivé. On a la chance aujourd'hui que les pantalons soient taille haute. Mais à l'époque, c'était la mode des tailles basses. Donc imaginez, il y a quand même 15 ans. Donc voilà, c'était l'époque taille basse et compagnie. Donc même si vous aviez un pantalon taille 46, 8, 50, la taille était basse. Et les sous-vêtements ne l'étaient pas. Donc je portais un string. Et là, ça a été quelque chose de très très fort en émotion pour moi. Parce que j'étais entre l'ado qui se tait et l'adulte qui l'ouvre. Et je manquais souvent l'école parce qu'à l'époque, j'en avais rien à secouer. Et même si je faisais des études supérieures, je savais pas trop ce que je voulais. Et du coup, je manquais souvent. Et puis un jour, j'arrive. Et là, une de mes amies, qui est toujours mon amie aujourd'hui d'ailleurs, m'a dit écoute, Maï, elle t'a dessiné, donc, en me montrant la personne, en me disant son prénom, que je tairai aujourd'hui. Et elle t'a dessiné, elle a fait une caricature de toi avec ton pull rose et ton string rose qui dépasse de ton pantalon. Je crois que elle a eu plus peur que moi au final. Je ne l'ai pas frappée, hein. Je ne suis pas une personne qui va je vais rentrer en conflit oralement, verbalement, mais pas physiquement. Je déteste ça de toute façon. Mais je crois que j'ai pas réfléchi sur le coup et je suis allée la trouver. Alors cette personne, c'est ce que je qualifie à l'époque de petite pétasse. Donc c'était le genre de personne qui arrive à l'école, se remaquille en arrivant à l'école, qui marchait toujours avec des talons aiguilles qui entre autres étaient souvent cassés parce qu'ils faisaient un bruit abominable et qui était sûre d'elle en fait, en tout cas qui le montrait, et qui n'avait pas peur de se moquer des personnes un peu différentes, qui aimait entrer en conflit. Et je pense que là justement, c'est là qu'on voit le manque de confiance, mais enfin soit, voilà, qui aimait rentrer en conflit avec les gens qui étaient un peu plus retirés et plus calmes, et voilà.
Et pas de bol pour elle, elle tombe sur moi. Elle fait une caricature de moi, en tout cas de mon dos, avec les bourrelets, le string qui passe et tout ce qu'on veut. Et je lui ai foncé dessus et j'ai tapé mon poing sur le banc, donc c'était des bancs d'école. Hein, et ça a bien résonné dans toute la classe et là tout le monde s'est tué. Et je lui ai dit, je te préviens, je ne veux plus que ça se passe. Tu me traites encore comme ça, je te jure, on se retrouve devant la directrice parce que voilà, je ne suis pas quelqu'un qui va lui rentrer dedans. Donc je lui ai dit qu'elle allait avoir des problèmes, que j'allais porter plainte et que j'hésiterais pas à porter plainte à la police en fait. Et voilà, maintenant elle m'a juste traité de folle et que j'étais une pauvre fille. Maintenant, voilà, il n'y a pas eu. Le dessin, je l'ai vu donc. Elle n'avait pas d'autre. Et je savais que ça venait d'elle. Donc elle n'a pas eu d'autre choix que de m'insulter parce qu'elle n'avait rien d'autre comme défense. Je crois que j'ai pas fini ma journée à l'école ce jour-là. Je me suis excitée sur elle. J'ai repris mes affaires et je suis partie. Alors vous allez me dire, ah oui, t'es partie, c'était comme une voleuse, comme si j'étais la personne qui avait posé problème. Mais j'étais tellement honteuse de mon image qu'elle avait pu caricaturer que j'avais juste une seule envie, c'était de m'enfermer et personne ne me voit, quoi. Donc, je comprends pas, en fait, je comprendrai jamais, en fait, la facilité que les gens ont à critiquer les autres et surtout, à cataloguer quelqu'un sur son physique et à le descendre juste sur son physique, quoi. Maintenant, je ne suis pas dans sa tête, je ne serai jamais dans sa tête, et si elle passe par ici, voilà. Je rigole parce que je regarde mes notes, et là je vois le chapitre le plus gros. En tout cas le plus dur pour moi. Donc je vais passer au chapitre suivant, et puis on reviendra à l'autre, à celui qui fait le plus mal en dernier. Alors, j'ai été victime de violences médicales. Alors on va me dire, c'est bizarre, on dit toujours ça, les gros disent toujours ça. Bah ouais. Un peu avant mon opération, donc la date était déjà bloquée, j'ai dû aller chez le gyné. Le souci, c'était que le mien n'était pas dispo. Et j'ai dû trouver quelqu'un, entre guillemets, rapidement, parce que ça faisait 2 ans que j'avais plus mes règles, et on voulait éclaircir ça avant l'opération, pour savoir si j'avais un problème ou pas. En fait, ce qui se passe, c'est que, tout comme l'anorexie, quand vous souffrez d'obésité, donc il y a un moment donné, scientifiquement, je sais pas comment on l'explique, donc je vais l'expliquer avec mes mots, vous débloquez tout, tout pète un plomb et on se retrouve sans règles. Donc pendant 2 ans, j'ai pas pris la pilule, j'ai rien eu, j'avais plus de règles, j'avais plus que dalle. Et j'ai appris plus tard que certaines anorexiques, après un certain poids, enfin un certain stade, elles tombaient dans le même circuit, en fait, dans le même processus. Donc me voilà dans ce processus où ça fait 2 ans que j'ai plus mes règles. Moi je pensais que c'était normal, que voilà, c'était comme ça. Et il faut dire que je prenais pas vraiment attention à ça, et j'aurais dû. Mais voilà. Donc je vais chez cette dame. Donc moi d'habitude je vais chez un homme, donc il faut le savoir. C'est là toute la différence où moi quand on me dit « Ah mon génie, je ne saurais pas, il faut que ce soit une femme. Hein. » Croyez-moi que moi je la déteste et je ne voudrais plus aller chez une femme aujourd'hui, quoi. Je me suis retrouvée donc, chez cette gyné. Je ne vais pas dire ni où ni qui, parce que voilà, j'ai pas envie de me retrouver avec un procès, mais en fait, des membres de ma famille y allaient et étaient très bien servis, en sachant que ces membres-là rentrent dans la case mince. Et du coup, moi j'arrive et je lui explique. Et là, déjà, ces mots sont violents en fait. Elle me dit, faudrait peut-être penser à perdre du poids. Ok, merci, mais ça je le sais. Je me vois dans le miroir, ne vous tracassez pas. Je vois aussi la taille indiquée sur mon pantalon, hein, taille 50. Et en plus de ça, je lui parle donc, je lui dis oui, mais de toute façon, le 24 juin, je me fais opérer
Et voilà, donc je perdrai d'office du poids. Et là, elle commence son laïus sur la dangerosité des opérations, comme si j'étais pas au courant. Que ça ne marchait pas. Coucou madame, 9 ans. 9 ans, hein. J'ai eu droit, je vais pas dire à des insultes, mais limite, c'était t'es une idiote en fait. Et là, j'aurais dû sortir de son cabinet. J'aurais dû sortir avant de commencer quelconque visite. Mais elle a quand même tenu à me visiter. Donc, qui dit visiter, dit tout, la totale. Et là, j'ai vraiment l'impression d'avoir... c'était violent en fait. Hein, donc, normalement, moi personnellement, mon gyné fait énorme... Enfin, à pratiquement chaque fois, la visite se fait avec les mains. Et là, je sais pas, elle m'a sorti la caméra en fait. Je sais pas comment ça s'appelle, moi je suis nulle là-dedans, donc je suis pas médecin non plus. Mais elle a sorti un bazar qui ressemble à un god et elle a mis un préservatif dessus avec une caméra au bout et genre une écho quoi, mais interne. Et elle l'a mis. Et mais sans prévenir, sans me dire attention c'est froid, c'est chaud, c'est ci, cela, non. Et elle a visité, elle a fait bah, tout est bon, hein, je vois pas où il est le problème. Ok. Et là, elle a tout retiré et puis elle m'a dit vous pouvez vous rhabiller. Ok. Donc là, moi, au bord de là, sensibilité bonjour. Et je n'ai rien dit. J'ai rien dit du tout. J'ai payé, je suis partie. Et je suis rentrée chez ma mère qui habite tout près. Et, je lui ai expliqué ce qui venait de se passer. Et forcément, hein, elle m'a aidé à relativiser. Elle m'a dit mais tu t'en fous de toute façon, l'opération tu vas la faire. Et elle m'a rassurée par rapport à ça, quoi. Heureusement. Et je dois dire qu'aujourd'hui, cette dame, j'ai parfois envie de prendre rendez-vous chez elle et lui dire voilà, bientôt 10 ans. Bientôt 10 ans d'opération. Je dis pas que ça a été simple, ça n'a pas été simple. Durant ces 10 années, ça n'a pas été simple, ça ne le sera jamais, parce que mon corps a une tendance à grossir. Mais je les ai perdus, ce poids. J'ai eu à nouveau des règles. En fait, 3 jours après mon opération, j'avais mes règles. Donc, j'avais perdu 10 kilos en fait, après 3 jours à l'hôpital. Du coup, j'ai envie de dire, il me semblait que c'était pas ça et que tout était normal. Voilà. J'ai bien envie de lui donner un petit souvenir de moi, mais voilà, en disant, mais il me semblait que ça marcherait pas. Mais voilà. Mais voilà. C'est inutile, c'est quelque chose d'inutile et la vengeance est inutile, complètement. Mais je trouve que j'ai pu constater pas mal de reportages en fait sur ça, sur la grossophobie, sur l'antipathie des gens, lit la fausse image que le peuple ou les gens qui vous entourent se font des gros, puisque c'est de la grossophobie. C'est un truc de dingue en fait. Et surtout, il faut savoir que des femmes s'aiment comme elles sont. Qu'elles fassent taille 50 ou plus ou moins, elles s'aiment. Et elles ont des vergetures, elles n'en ont pas. À un moment donné, moi je me dis, c'est beau, enfin, il faut s'aimer et avoir la chance qu'on a d'avoir le corps qu'on a et d'être en bonne santé surtout. Parce que si vous avez un corps mince ou gros et que vous êtes en mauvaise santé, ben voilà, il faut faire le nécessaire. Mais si on se sent bien et qu'on est en bonne santé, quel est le problème? Ok. C'est... Voilà, et je trouve que le milieu médical est aseptisé en termes de... quand vous êtes gros, rentrez dans un cabinet médical, chaque souci vient de votre poids. Aujourd'hui, je rentre dans un cabinet médical, chaque souci vient de « Ah, mais vous avez été opéré ». Ou chaque souci vient de « Ah, mais vous souffrez d'endométriose ». Donc, à chaque fois, il suffirait que je ne mentionne pas cette maladie ou cette opération pour qu'on cherche vraiment en fait le problème que j'ai. Si je ne disais pas cette maladie, peut-être qu'on trouverait le souci de ce moment-là, ne serait-ce qu'un petit virus, qu'un petit ci, qu'un petit là, mais
quand vous êtes en surpoids et que vous entrez dans un cabinet médical, votre problème, c'est votre poids. Si une personne mince entrait avec le même problème que vous, sans poids, on cherchera après son problème. Et c'est ça qui est dingue. On va pas chercher plus loin que le bout de son nez et je trouve ça vraiment dommage. Je bois un coup. Parce qu'on va marquer le passage au dernier chapitre de cette vidéo. Et c'est le chapitre le plus compliqué pour moi. C'est le chapitre de la famille. Encore boire un verre. Un peu de café. Alors, les violences verbales, je n'ai jamais vécu de violence physique parce que j'étais grosse, excepté la violence médicale. Mais on va dire que dans 95% des cas, ça a été de la violence verbale. Et la violence verbale ne vient pas que des gens, en fait, dont on survole l'existence. Bien souvent, les premières personnes à nous faire du mal et qui nous fait réellement mal, c'est la famille. J'ai beaucoup de chance parce que dans ma famille, la plupart des gens me voyaient comme un rayon de soleil. Ça, c'est la parole de la plupart des gens. Le rayon de soleil, la bonne copine, voilà, c'était la cousine avec qui on sort qui fait la fête. J'étais pas la dernière à monter sur une table et à crier, à chanter, ou à hurler dans une soirée, ou voilà. Mais parfois, même si parfois certains arrivent à nous blesser sans vouloir. Et là, je sais que on arrive au point critique où je vous parle de ma maman, qui ne l'a pas fait exprès. Aujourd'hui, j'en ris. Même si ça m'a fait du mal sur le coup. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, on en parle encore entre nous. Mais un jour, on parlait d'une personne de notre entourage que ma maman a connue jeune. Ma soeur et moi ne la connaissons pas super bien, hein. On sait juste qui elle est, et voilà, sans réelle connaissance de cette personne. Et c'est vrai que beaucoup d'hommes ont couru après, comme on dit chez nous en Belgique. Donc beaucoup d'hommes lui ont fait la cour. Et aujourd'hui, moi je trouve que c'est une très belle femme. C'est une femme puisqu'elle a l'âge de ma maman, hein, donc c'est pas une jeunette. C'est une femme. Et on parlait de l'enfance et de l'adolescence que ma mère et elle ont eu. Et ma mère expliquait leur péripétie et elle disait oui, mais à cette époque, elle était moche. Elle était n'était pas comme aujourd'hui. Ah ouais, à l'époque, elle était comme toi, Maë. Et là, dans votre tête, ça fait. Et il y a un déclic qui se fait en disant elle vient de dire moche, elle vient de dire moi. et moi, j'ai pas eu le temps de réagir, que ma soeur a réagi et elle lui a dit mais enfin, maman, tu te rends compte de ce que tu viens de dire? Et ma mère a rigolé, mais elle m'a fait des excuses, bien sûr, et automatiquement tout de suite, elle m'en a fait. Mais moi, je pleurais et je rigolais en même temps. Les larmes coulaient toutes seules et je rigolais en même temps. Parce que, je ne vais pas vous cacher que j'ai le cœur qui bat très fort en vous l'expliquant. Ça fait mal que votre mère allie moche et toi en même temps. Maintenant, ça n'avait rien à voir. À la base, elle commençait sa phrase en dire elle était aussi large que moi, mais elle était moche physiquement en fait. Elle avait un laid visage à l'époque et une laide coupe de cheveux. Elle a fini par finir sa phrase, mais en la commençant, on va dire qu'elle l'a commencé un peu à l'envers. Et ma soeur a été sous le choc en fait. Je crois qu'elle lui a fait une remontrance qui a bien duré 10 minutes. On a eu quand même la fin de l'histoire. Mais voilà, moi je pleurais, je rigolais en même temps parce que je savais pas ce que je devais faire en fait. Bien sûr, j'ai des excuses, bien sûr. C'est ma mère. Mais voilà, ça fait mal quand même. Sur le coup, on sait pas trop comment on doit réagir.
Et voilà. On va dire que c'est marrant et en même temps pas du tout. J'en ris et je pourrais en rire et en pleurer encore là maintenant en vous l'expliquant. Alors le dernier point, c'est mon grand-père. Mon grand-père paternel qui est quelqu'un de très... En Belgique, on appelle ça plaquésac. Donc plaquésac, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Je sais que je suis un peu comme lui, mais quelqu'un qui dit ce qu'il pense, comme il le pense, sans mettre de filtre. Et mais le problème, c'est qu'il s'en fout de faire du mal aux gens. La nuance avec moi. Et cet hiver-là, ce Noël-là, j'étais avec un garçon depuis quelques mois ou années, je pense, je sais plus trop. Et donc viennent les fêtes, mon anniversaire, puisque je suis née le 26 décembre. Et à l'époque, je collectionnais tout ce qui était en vache. Donc coloris vache, quoi, noir et blanc, un sac à main avec du blanc avec des taches en vache, des tasses en veux-tu, en voilà, des boîtes à bijoux, des tirelires, enfin voilà, j'avais un agenda, plein de choses comme ça. Et, et je montre mon sac à main, je pense, et mon agenda à mon grand-père. J'ai dit, t'as vu ce que j'ai reçu? Et du coup, il fait un peu le tour de table. Il dit à mon père, et toi, qu'est-ce que t'as reçu? Et à ma mère, et toi, qu'est-ce que t'as reçu? Et là, ma mère dit que mon copain lui a offert des boucles d'oreilles. Et je crois qu'il a la ceinture avec. Et c'était l'époque des grands anneaux avec écrit Love dedans, en fait. Et la ceinture avec. Non, le bracelet, voilà. Les boucles d'oreilles et le bracelet avec. Et ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en fait, c'est moi qui ai acheté ces bijoux. C'est moi qui les ai achetés, c'est moi qui les ai emballés, c'est lui qui les a offerts. Et là, il est monté presque dans une colère et il a dit, mais est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte qu'à toi, il t'achète des choses en vache et à ta mère, il leur envoie Love? C'est quoi cette histoire? C'est juste pour te dire que toi, t'es une grosse vache et que ta mère est belle. Et pour tout vous dire, ma mère était à la limite de l'anorexie à l'époque. Et là, moi, j'ai rien dit. Étonnamment. Étonnamment, je n'ai rien dit. Mon père m'a regardé et là, je pense que ma mère a dû réagir. Et, et je pense qu'il y a eu un silence et on est parti en fait. Je crois que c'est ma mère qui a dit bon on s'en va. Et on est parti et dans la voiture, j'aime autant vous dire que j'ai ouvert les vannes. J'ai ouvert les vannes parce qu'à chaque fois que je me rendais chez eux, chez mes grands-parents, ben, à chaque fois j'essuyais en fait des commentaires de ce genre. Et c'est très dur de se dire que chaque fois que vous vous rendez chez vos grands-parents, vous recevez des insultes. Parce que je ne sais pas comment on peut qualifier ça d'autre. Quand est-ce que tu vas penser à maigrir? Ce serait pas temps que tu maigrisses, tu ne trouveras jamais personne. Voilà. Et pas facile parce que c'est moche en fait, on voudrait être parfaite pour sa famille. Bon, au final, après, il s'étonne qu'on y allait, enfin que moi personnellement je ne m'y rendais plus, mais aujourd'hui j'ai choisi d'ignorer en fait ces remarques. Parce qu'aujourd'hui j'ai droit à ne mange pas le biscuit sur la table avec le café, tu vas regrossir. Bon, aujourd'hui il a 87 ans, c'est plus le même. Là, je vous parle de choses d'il y a 15 ans, donc voilà, 10-15 ans au final. Mais donc il n'était pas si vieux que ça à l'époque. Mais les gens d'une même famille pensent qu'ils peuvent tout vous dire comme ils le pensent, alors que pas forcément. Et là, si vous êtes entouré de personnes qui sont en surpoids, ouvrez les yeux sur votre bienveillance, parce que la bienveillance est toujours... ça vient du cœur, mais elle n'est pas toujours bien placée, quoi. Donc, est-ce que réfléchissez avez-vous envie qu'on vous dise la phrase que vous allez dire? Si je devais résumer cette vidéo, en fait, je pense que je dirais que si on ne se connaît pas, je t'ai pas demandé ton avis.
même si je te connais, mais si je te connaissais, on en parlerait. Si je te connais pas, je te demande pas ton avis. Je te demande pas ton avis sur ma vie, ni sur ma façon de m'habiller, ni sur mon poids, ni sur la taille de mon pantalon. Peu importe mes choix en fait. Et si quelqu'un m'a critiqué ou me critique encore pour mon physique ou quoi, bah en fait aujourd'hui j'essaie un maximum de m'en foutre. Parce que on se rend compte en fait qu'on a le droit de s'aimer et de se regarder dans le miroir aussi avec bienveillance, parce que la bienveillance commence par soi-même. Et de se voir en maillot, en bikini, de se dire bah tout compte fait, voilà, j'ai une morphologie comme ça. Moi je sais par exemple que j'ai une morphologie en 8 et j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance parce que je sais comment aujourd'hui je dois m'habiller pour pouvoir me mettre en valeur. J'aime ça, donc forcément ça m'intéresse. Euh, je, je vis avec quelqu'un qui me pousse vers ça. Et ça, c'est vraiment de l'aide. L'aide primordiale en fait que je reçois tous les jours. Ce qui m'aide à m'aimer, c'est de me voir avec les yeux de la personne avec qui je vis. Que je faisais pas forcément avant. Et au départ, je pensais que c'était plus les yeux de l'amour que les yeux qui regardent le corps de femme. Et au final, je me rends compte que non. Je voulais savoir si vous aussi, vous avez vécu ou vous vivez des choses similaires. Quelles ont été vos réactions? Je serais très intéressée de les lire. Et quelle idée vous vous faites des personnes qui vous font ces commentaires? Maintenant, les personnes qui ont envie de faire des commentaires en disant, en critiquant par de la grossophobie, je vous invite à partir. Je vous invite à vous désabonner et probablement vous vous ferez bannir. Parce que j'ai pas forcément envie. J'ai envie que ces explications ou la communauté qui pourrait en sortir, que les personnes se sentent à leur aise, à leur place et bienveillantes entre elles et pas avec un échange de conseils et pas en montrant du doigt les défauts qu'ils peuvent avoir. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Elle a peut-être été un peu décousue, il y avait longtemps que j'avais plus fait de vidéo, mais suite à un reportage, je me suis dit, moi j'ai vécu tout ça et je veux en parler. Et ça marque toujours, même si 10 ans après, on a perdu du poids, même si 10 ans après, on rentre dans une taille 38-40. Voilà, c'est quelque chose qui nous marque et on ne guérit pas comme ça. Si vous avez d'autres envies en termes de vidéos, si vous voulez des nouveautés sur mon opération, des questions sur mon opération, n'hésitez pas à me les poser en message privé ou sous cette vidéo. N'hésitez pas à vous donner conseil les uns les autres et regardez toujours les autres avec bienveillance. Voilà. Je vous remercie. À très bientôt.